Bonjour Stéphane, tu vas bien? Bonjour Laurent, bonjour Faret. Bonjour Stéphane et Laurent. François René, bonjour, de retour parmi nous avec grand plaisir. Je ne suis Alors, pas mort, je ne suis pas ressuscité, j'étais toujours là. oui, non, mais là, on avait vraiment envie de te reparler parce que tu as produit un article que j'ai trouvé très intéressant qui parle d'honneur. Donc, je te propose qu'on en fasse pas En bas. forcément une exégèse, mais qu'on développe un peu le sujet. Alors, on a deux façons de faire. Je te pose deux, trois questions où tu nous présentes directement la thèse de l'article qui, en gros, repose sur un regret que cette notion d'honneur disparaisse de nos jours petit à petit, voire de plus en plus vite, et que surtout, c'est le fondement de la civilisation humaine. Alors, on parle bien sûr d'une civilisation intellectuelle et pas technologique, mais tu appelles ça une technologie quand même. Le plus important des technologies. D'accord. Donc, une technologie virtuelle, on va dire, une technologie de comportement. Comment tu qualifies ça? Technologie sociale, c'est comme, encore une fois, je sais pas, le Fordisme ou le management, je sais pas, des tas de choses. La monnaie, c'est un genre de technologie qui est effectivement intellectuelle, sociale, qui n'est pas physique. Il n'y a pas que le physique. Nous sommes des ordinateurs et nous parlions de Bitcoin avant. Ce sont des choses qui sont éminemment pas physiques et pourtant éminemment importantes. Donc oui, toutes les technologies ne sont pas physiques. On peut Nous dire que dépassons au matérialiste et aux matérialistes soi-disant scientifiques. Toutes les technologies ne sont pas physiques. c'est un savoir-faire. Savoir-faire, oui. Savoir-faire, c'est important. C'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir-faire et un élément culturel aussi. C'est-à-dire que c'est pas un savoir-faire seulement individuel, il y a une partie individuelle, mais aussi une partie culturelle. Alors, comment est-ce que tu définis l'honneur? Je sens déjà des poils qui se hérissent sur certains auditeurs gauchistes ou, disons, qui n'aiment pas trop ce genre de notion fortement reliée à une sorte de conservatisme ou de tradition du passé. Donne-nous une définition, s'il te plaît, de l'honneur. Comment ça se traduit justement dans la société? L'honneur, c'est le fait que ta parole est un poids, une valeur. Le fait que tu peux promettre quelque chose et tu la feras. Et même si plus tard, ça te gêne. Tu donnes ta parole maintenant que tu es un enfant, tu sais pas trop ce que tu dis, et ben tu vas le faire. Tu fais un pari avec un ami. Là, j'ai fait un pari il y a 2 ans sur un truc débile et je lui dois 500 $. Et ben je vais lui payer 500 $ parce que je me regarderai pas le jour, la nuit. Enfin, je serais pas tranquille si je le payais pas. Et ma foi, ça va me coûter 500. Je pourrais très bien renier ma parole. Bah, je vais pas lui payer 500 $. Ce serait très bien. Je serais 500 $ de plus. Mais mon honneur vaut plus, ma parole donnée vaut plus que les 500 $. Il n'y a pas que sur ce point. Surtout, rentrer le caddie au supermarché, c'est une forme toute petite d'honneur. Tenir sa parole, et le fait que ta parole ait un poids, que ton engagement est un poids sur le futur. Et l'honneur n'est pas. J'ai vu récemment un article sur la différence entre le sentiment de culpabilité et la honte, qui sont différents. Et l'honneur se rapproche plus du sentiment de culpabilité au sens où c'est interne. Ce n'est pas seulement externe. C'est pas seulement j'ai promis les autres te rappellent et ok, je voulais payer les 500 $ parce que tu me le rappelles ou parce que sinon je vais être viré. Non. Il y a le fait qu'il y a d'abord un sens justement parce que toi-même tu y tiens. Et donc ça dépasse la réputation? Ça dépasse les réputations. La réputation, c'est seulement ce que les autres pensent de toi, et l'honneur, c'est aussi ce que toi-même tu penses de toi. Et les deux sont liés, les deux ne sont pas complètement indépendants, mais le fait que tu aies de l'honneur, que tu aies un sens de toi est important, sinon les gens t'accorderaient même pas c'est ça. On ne te ferait pas confiance si tu ne manifestais pas ce sentiment-là. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un prérequis. Tu vois, ta réputation n'a même de sens que si tu as un honneur. Si tu as une réputation sans honneur, ça veut dire en fait, il y a peut-être des psychopathes qui peuvent avoir une réputation sans honneur parce que eux n'y croient pas vraiment, donc ils peuvent essayer de manager leur réputation. Mais pour un homme qui a vraiment de l'honneur,
la réputation est un truc secondaire. C'est pas pour la réputation qui tient la parole. Tu parles de psychopathe. Est-ce qu'on pourrait imaginer, sinon définir ou sinon caractériser, mais je tente, de dire que ceux qui justement n'ont pas le sens d'honneur sont probablement sociopathes? Oui. C'est-à-dire qu'ils justement, ils n'ont pas de sens ils n'ont pas de sens de soi, ils n'ont pas de sens des autres, et ils n'ont pas de sens de personnalité en fait. Et donc, pour eux, tout est outil pour satisfaction personnelle immédiate, ou pour certains peut-être à plus long terme, mais de toute façon pour satisfaction personnelle qui ne prennent pas en compte un sens de la personnalité par-delà cela. Donc ça, c'est un désordre de la personnalité. Et malheureusement, j'ai été récemment victime d'une petite amie qui était en fait une psychopathe. Il m'a fallu 6 mois pour m'en rendre compte, et à quel point je suis naïf et je suis pas habitué à ce genre de personnages en personne. Je sais qu'ils existent, hein, j'ai vu les hommes politiques, la plupart des hommes politiques sont des psychopathes, mais c'est la première fois que j'avais affaire à quelqu'un comme ça dans ma vie personnelle, et c'est très intéressant. Intéressant à condition d'arriver à garder sa distance et de pas être en être victime trop. Mais c'est certainement une leçon. Je vois un petit peu de près. Donc on part sur la notion de respect de la parole donnée. Mais sans ça, de toute façon, j'ai du mal à concevoir la moindre société humaine digne de ce nom, c'est-à-dire quelque chose qui dure plus que 3 secondes. Sans ça, c'est la force immédiate. Sans ça, il faut un gars qui surveille tes esclaves tout le temps. Et même avant. Il faut lui faire confiance à ce gars-là, justement, donc il faut que tu aies une sorte de relation d'honneur avec lui, quoi. Alors, avant l'honneur, il y avait la famille, le clan. Tu fais confiance au clan parce que de toute façon, sans le clan, tu n'es rien. Et tu fais confiance au gars de ton clan, tu fais pas confiance aux autres. Donc, l'esclavage a commencé par notre clan attaque le clan d'en face, et puis comme nous sommes des pasteurs, on avait trouvé qu'on peut apprivoiser des animaux et pas seulement les bouffer. Donc, avant l'esclavage était j'aime toujours dire que l'esclavage était un grand progrès pour l'humanité, aussi bien pour les victimes que pour les coupables, parce qu'avant l'esclavage, c'était l'anthropophagie. Il n'y avait pas du tout une notion de droit. C'est-à-dire que même si effectivement, même si dans l'esclavage, évidemment, il y a des victimes, au moins il y a des non-victimes, ce qui est déjà un progrès. Ouais, il y a des survivants dans l'esclavage. T'as fait une survie. Je sens qu'on va se faire adorer avec ce genre de phrase encore. Et peut-être même c'est ça. Avec le vainqueur. Donc, tes petits-enfants sont affranchis. Donc, l'esclavage était un grand progrès historique, et l'abolition de l'esclavage est un encore plus grand progrès historique. C'est pas parce que l'esclavage est un progrès que son abolition n'en est pas un encore plus grand. Mais bien sûr. Entre les deux, il y a l'honneur. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de notion d'honneur, de valeur individuelle, etc., quand il n'y avait pas quelque chose pour transcender la tribu, eh ben, l'esclavage était aussi loin qu'on pouvait aller. Enfin, il n'y avait pas. Quand j'ai lu ton article que m'a suggéré Laurent, je ne l'avais pas vu. Mais j'ai tout de suite reconnu des choses que tu as déjà écrites par ailleurs. Ce texte est nouveau et je le trouve extrêmement bien construit, sincèrement. Mais ce sont des propos que tu as déjà eus par ailleurs, donc j'ai reconnu ça assez vite. Mais ce que je trouve, pour ma part, et qui, à mon sens, fait que cette discussion a particulièrement sa place sur une chaîne libertarienne, c'est que j'ai vu plusieurs choses, moi, qui me paraissent spécialement intéressantes. La première, c'est un peu ce que tu veux dire, c'est ce que tu viens de dire, pardon. C'est que c'est une étape sur le chemin de la totale violence, de la barbarie totale vers la civilisation. Ce n'est pas la civilisation encore complète, mais c'est une étape totalement clé. C'est le premier point. Et c'est une étape clé parce que tu prends l'exemple des voleurs. Et en fait, quand tu parles de voleurs, tu parles fondamentalement, je le crois en tout cas, des dominants par la violence. Et qui, quelque part, parce que Laurent et moi, on a régulièrement l'habitude de dire que la civilisation et le droit commencent quand le fort renonce à la violence.
Ce qui ne veut pas dire qu'il renonce à la défense, etc. Mais il renonce à la violence comme étant le moyen de base de la relation sociale. Il renonce à Voilà. l'agression. Violence. Il y a plus que la violence. Oui, c'est ça, l'agression. Tu as raison, pas la violence. Autant pour moi. Effectivement, merci. L'honneur est une première étape sur ce chemin-là. C'est quelque part, c'est du même tonneau. Pour autant, on n'est pas tout à fait encore dans le droit, puisque là, si tu me permets, tu as bien clarifié, et je suis tout à fait d'accord, on est bien dans le champ de la parole, dans la promesse, de l'engagement, ok ? Mais si je suis puriste, c'est pour aussi faire avancer la discussion, si je suis puriste, un Rosbar te dira qu'une promesse n'est pas un contrat, d'accord ? Et donc, on n'est pas tout à fait encore sur le chemin de la société libre, où on dit que finalement, tout dans la société libre, d'une manière ou d'une autre, est relation contractuelle. Alors, il y a toute une gamme, hein, et peut-être que l'honneur est le point basique de la relation contractuelle. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Mais pour dire que tu as quand même Rosbar qui dit une promesse, c'est pas un contrat. Et là, pourtant, on est en train de. Oui, mais c'est pour ça que je le dis. Hein. Pourtant, là, on est en train de dire c'est pourtant déjà un renoncement à l'agression. C'est déjà faire un premier pas sur ce chemin-là. Est-ce que c'est vraiment de la même nature ou que ce n'est jamais qu'une étape ? Alors, pour clarifier, par exemple, en droit américain, une promesse est un contrat. C'est simplement qu'un contrat qui, comme il n'a pas été formalisé, c'est pas forcément clair quels sont les termes et quelles sont les machins choses. Et donc, et c'est même pas clair que tu as fait la promesse parce qu'il y a un seul témoin, c'est le type en face, ta parole contre la sienne. Donc, c'est difficilement opposable devant une cour de justice. Mais pourtant, ça l'est. Si tu peux prouver que tu as fait la promesse, que la promesse a été reçue, etc., tu peux effectivement poursuivre quelqu'un pour avoir manqué ses promesses. Donc, une promesse est un contrat, simplement un contrat qui peut être informel, un contrat dont les termes sont instables, un contrat qui repose sur des hypothèses qui peut-être sont contestables et qui seront plus tard contestées. Et donc, un contrat faible. C'est une version faible du contrat. C'est plutôt que le contrat est une version plus formelle, plus codifiée, plus explicite. Plus explicite et plus solide de la promesse. Mais la promesse est une forme basique et primitive du contrat. C'est la forme basique et primitive du contrat. Simplement, effectivement, tu as promis ça, tu supposais ceci, donc ta promesse était basée sur des suppositions. Alors, est-ce que les suppositions que tu fais sont juste de ta faute dans ce cas, ou est-ce que l'autre t'a trompé, etc. On peut toujours argumenter, surtout. Mais le fait même que tu aies une promesse, que tu aies une valeur, que tu aies un capital humain qui dépend du fait de tenir tes promesses, le fait que tu peux promettre quelque chose, j'ai pas besoin de prendre ta famille en otage pour que tu la fasses. J'ai un ami qui m'appelle juste le mauvais. Promets-lui de lui rappeler. Donc, même sans otage, même sans caution, tu puisses faire quelque chose, en fait, que ta propre personne est ta caution, c'est un grand progrès sur le chemin de la civilisation. Et même pas seulement sur le chemin de la civilisation, ça fait partie de la civilisation. Et le fait de perdre ça, c'est extrêmement grave. Le fait que de nos jours, les gens n'ont plus du tout ce sens de l'honneur, hein, et que même on rit des militaires qui ont le sens de l'honneur, machin chose. Moi, que je me souviens quand j'étais plus jeune, effectivement, dans les années 70 en France, 80, les gens, vraiment, les militaires étaient le sujet de risée. Tu as des films comme Le Grand Blond et les Chaussures Noires. Oui. Ça, c'est. Tu as un problème avec la technologie, peut-être. Ouais. Tout ça dépend finalement de l'émergence de l'individu comme quelque chose qu'on reconnaît, parce que je suppose que au démarrage de la société humaine, il y a des dizaines de milliers de siècles, non, des milliers de siècles, on va dire, ça suffira. Il y avait plus une notion justement de clan, de tribu. Est-ce qu'il y avait vraiment des individus là-dedans qui dépassaient le niveau d'organisation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on pouvait ne pas être considéré simplement comme un élément interchangeable avec un autre? Je suis pas un anthropologue, mais
je suis toujours assez, tu vois ma réaction physique, je suis toujours assez révulsé par cette idée qui me paraît complètement délirante. Tu as forcément, même dans un clan, même chez des singes, d'accord, tu as forcément un chef et des non-chefs. Et ils sont tous individualisés, ils se reconnaissent tous les uns des autres. Il y a peut-être une force et une loi clanique qui est imposée par l'un sur toute la masse, mais ils se reconnaissent tous les uns des autres. Ils se font des mamours et des poupettes. Il y a une réalité d'individu. Faut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que même dans l'esprit des individus qui se distinguent les uns des autres, chacun voit bien qu'il ne ressent pas la douleur de l'autre et vice-versa, rien que ça, tu vois, d'un point de vue physique. Néanmoins, on peut imaginer des tribus, des clans où c'est vraiment ça l'unité sociale qui compte et que les gens sont prêts à mourir sans se poser de questions, parce qu'ils se considèrent comme un organe. Prends une situation extrêmement concrète d'une époque très primitive. La chasse au mammouth. Il y a tout un clan qui s'organise pour la chasse. Forcément, dans une chasse au mammouth, tous n'ont pas les mêmes compétences et ils le savent très bien. Il va y avoir des lanceurs de javelots, il va y avoir des créateurs de pièges, mais il va y avoir aussi des pistards, des mecs qui vont aller reconnaître le chemin. Le pistard, par définition, est typiquement dans le schéma de François René. Le mec, il part, il va repérer la piste, etc. Il fait la promesse de revenir. Ça paraît très con, si tu veux. Mais par définition, il fait la promesse de lui revenir et on lui fait confiance pour aller chercher des bestioles et indiquer où elles se trouvent. C'est peut-être trop basique, mais il me semble que dans la logique de François René, c'est exactement un exemple. Oui. Et en retour, les autres lui promettent que ton pistard, s'il n'est pas très fort pour tuer le mammouth, les autres lui promettent que tu vas trouver le mammouth, mais on va te donner une partie du mammouth après l'avoir tué. Donc, il y a cet échange. Mais dans un clan, cet échange se passe. Il y a moins besoin d'honneur. Enfin, il y a moins besoin d'honneur dans l'achat d'un l'intérieur d'un clan parce que c'est toute la même famille. Donc, tu as des rapports familiaux en fait. L'honneur devient de plus en plus important quand la famille s'étend, quand tu as des clans étendus, des clans voisins, etc. Oui. Et là, tu dois poser. Si tu fais partie du clan voisin et que tu veux collaborer avec le clan actuel, là, ta parole personnelle devient plus importante. Et c'est important pour les gens qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, ou on te connaissent moins, ou en tout cas, même peut-être qu'ils te connaissent, mais si tu les trahissais, ça ne mettrait pas ta vie en danger. Si tu trahis ton propre clan, tu es mort. Dans ton clan, tu as forcément un ostracisme qui est très fort, qui est omnipotent quelque part. Alors que quand tu es un étranger, on te voit moins souvent, les distances sont plus grandes et les temps sont plus grands et le risque quelque part que la promesse soit pas tenue est de ton plus grande. D'ailleurs, ça me paraissait aussi ça un point très intéressant dans comme charnière par rapport aux relations sociales, c'est l'effet du temps. C'est que par définition, l'honneur dont tu parles et les situations dont tu parles sont des situations qui s'inscrivent dans un temps relativement long, non immédiat. Et donc, c'est déjà une intégration dans la relation sociale de la dimension temporelle, allez, je ne vais pas employer un grand mot, mais proto-capitaliste, quelque part. Mais effectivement, c'est la base de l'échange intertemporel. Sans honneur, tu peux faire du troc, je te donne ceci, tu me donnes cela, mais il n'y a pas d'échange intertemporel. Si tu donnes ceci aujourd'hui et demain tu me paieras, ou dans un an tu me paies, ça demande qu'il y ait un sens de l'honneur, un sens de quelque chose au-delà une identité, une valeur, un capital humain au-delà du moment présent. Et ça, c'est et une de mes thèses, c'est que c'est la base de l'expansion indo-européenne. Que quelque part, quelqu'un dans les steppes euro-asiatiques, centra-asiatiques, je sais pas trop quoi, a inventé le sens de l'honneur ou l'a perfectionné au-delà de ce que les autres pouvaient, et ça a pris. Et ça se voit dans les légendes que les gens rapportent. Tu as des peuples dont les légendes rapportent un gars, ce gars il a fait une promesse très conne, ou son père a fait une promesse quand il était jeune, il a tenu la promesse de son père, il en est même mort ou on est presque mort. T'as des peuples qui ont des tas de légendes comme ça avec l'honneur, et des peuples qui ont très peu de légendes avec l'honneur. C'est seulement qu'on s'appelle le dieu malin, le petit malin qui profite des autres, etc. Mais t'as pas de sens
de gars qui tient sa parole. Quand un peuple, c'est le trickster god, je sais plus comment on dit ça en français, le magouilleur, le trompeur, comment t'appelles ça? Le quoi? Manipulateur. Je sais plus exactement le mot en français, peu importe. Donc t'as cette Margoulin. Un margoulin. Peut-être, peu importe. Enfin, en tout cas, le dieu qui fait, ou le héros qui trompe son ennemi. Et tromper son ennemi, c'est pas forcément mal. Mais si c'est tout ce que tu as à montrer comme héros, c'est que ta culture a quelque chose de fondamentalement faux. Alors que un des mythes fondateurs du monde occidental, c'est la guerre de Troie. Et les gars qui ont la guerre de Troie, c'est pas les Grecs qui sont les gentils, les Troyens sont les méchants, non. Les Grecs et les Troyens sont à peu près aussi gentils et méchants que les autres, mais c'est une guerre de l'honneur. Les Achéens ont promis qu'ils défendraient qu'on s'appelle le futur mari qui sera choisi pour Hélène. Ils le font. C'est pas parce que c'est un gentil, c'est pas parce qu'eux-mêmes sont des gentils, c'est pas parce que ils sont pas égoïstes, ils n'ont pas intérêt à prendre fin. Mais c'est l'honneur, tu vois, c'est et d'ailleurs un des héros Ulysse, c'est justement le prototype du tricheur. Hein, et c'est quand même un héros, mais n'empêche que la prémisse de toute l'Odyssée et de toute l'Iliade, c'est des gens qui se battent sur la foi de la parole donnée. Et pour une parole donnée, tu as des milliers de bateaux qui s'en vont faire la guerre. Je vais jouer l'avocat du diable, mais est-ce que des fois, ça peut pas conduire à des situations absurdes, de sacrifices, si. Bien sûr. Quel est l'intérêt à ce moment-là, même à long terme, quel est l'intérêt de faire la promotion de situations qui ont l'air absurdes? C'est aussi pour ça que je pense qu'il y a une graduation avec ce que j'évoquais tout à l'heure, avec le renoncement à l'agressivité, à l'agression. C'est là ce qu'évoque François René, c'est la promesse en général, et la promesse effectivement permet d'envisager, j'improvise, hein, mais quelque part un futur social et une évolution sociale et du temps long dans la relation sociale, donc en gros de construire des projets, au sens très général du terme. Mais tu as raison, Laurent, ces projets ne sont pas forcément des projets non violents pour le coup, hein, d'accord. On revient sur le renoncement à l'agression, qui à mon sens est le stade d'après, et qui lui est par contre fondateur du droit, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il me semble en tout cas. Tout à fait, c'est-à-dire que se battre parce qu'on est allié avec une personne, ça c'est juste l'honneur, mais la justice, c'est savoir aussi ne pas se battre pour lui parce qu'il avait tort. C'est-à-dire que je te promets de te défendre si tu n'es pas criminel, mais je ne promets pas te défendre si tu es criminel. Et ça c'est un niveau d'après, c'est un niveau qui a effectivement le droit, c'est-à-dire que par-delà l'alliance, je vais te défendre, je vais défendre tes droits, mais je ne vais pas défendre tes agressions. Et donc c'est pas mon pays, make it right or wrong, qu'il ait tort ou raison, c'est mon pays quand il a raison, mais pas forcément quand il a tort. Et donc c'est un niveau au-dessus, c'est au-dessus de l'honneur. Mais je pense que c'est effectivement un étage au-dessus, mais qui ne peut pas exister sans la base. Oui, je te rejoins quelque part ta thèse qui consiste à dire je m'inquiète que le sens de l'honneur se dilue ou disparaisse. C'est encore plus grave que le sens du droit quelque part, parce que c'est plus fondamental. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit un article une fois sur la priorité des vertus, où il disait que toutes les vertus ne se valent pas, et avant d'avoir une vertu plus élaborée, il faut avoir les vertus d'avant. Donc avant d'avoir du succès, il faut pouvoir survivre. Avant d'avoir raison, il faut avoir du succès. Ça sert à rien d'avoir de raison si de toute façon ça te mène à rien, etc., etc. Ça sert à rien d'être gentil si tu as tort. Enfin, t'as des priorités des vertus, et si tu sacrifies les vertus plus fondamentales aux vertus soi-disant plus élevées, eh ben tu n'auras ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait ton château de cartes s'écroule. Donc ça sert à rien de mourir en ayant raison, par exemple. C'est l'histoire du gars qui a priorité à droite. Ben je fonce, je suis mort, d'accord, mais j'avais raison, c'est sa faute, il avait priorité à droite. Ouais, mais t'es mort quand même, donc ça sert à rien d'avoir raison.
Ça sert à rien d'avoir respecté le code de la route si t'es mort. Il vaut mieux laisser l'autre passer et rester en vie et ne pas voilà. Alors tu mentionnes l'honneur comme étant plus ou moins une création, est-ce que j'ai bien compris, européenne, enfin une création, Européenne, une émergence. C'est plus ancien que l'Europe. D'ailleurs, nos ancêtres indo-européens. J'allais parler de l'Asie, justement, il y a une forte culture de l'honneur au Japon. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une image d'Épinal ou si c'est vrai, parce que je ne connais pas tellement cette culture-là, mais ah oui. il donne cette impression-là d'être très, très axé sur l'honneur, sur la réputation, etc. C'est pas un truc. D'abord, c'est pas quelque chose d'uniquement indo-européen, et ensuite, juste parce que ça a été inventé quelque part, ça a forcément été inventé quelque part, parce que toutes ces histoires d'honneur, etc. C'est pas naturel. C'est encore une fois, il y a des contes qu'on apprend aux enfants, des religions, toute une infrastructure intellectuelle, morale, religieuse, culturelle qui va derrière. Donc ça a été inventé forcément quelque part. Tu dis, en fait, ça a été inventé en Afrique, en fait, ça a été inventé en Asie. Peu importe où exactement ça a été inventé, mais c'est tellement important, ça a tellement de succès qu'une fois que ça a été inventé, ça s'est propagé partout. Les gens ont copié. Je sais pas qu'est-ce qui a inventé le premier de monter à cheval et de tirer des arcs et des flèches. Ça a été copié partout. Hein. Les Parthes, les machins choses, les Mongols à la fin. Les Mongols sont pas indo-européens, pourtant ils ont copié ça, et ils ont perfectionné ça. Donc, une technologie comme l'honneur, une fois que c'est inventé, toutes les personnes qui sont génétiquement capables d'appliquer ce concept l'appliquent. Et même ceux qui sont moins capables que d'autres s'adapteront et évolueront, ont une sélection génétique qui feront que leurs descendants, effectivement, apprendront cette technologie essentielle, parce que ceux qui sont pas capables de vivre ça auront moins de succès que c'est du même niveau que l'invention du feu, quoi. Ce sont des choses absolument fondamentales. Mais est-ce que purement supputatif, mais est-ce qu'on peut pas imaginer que tu disais, je pense que tu as raison, que ça a probablement été inventé dans le cadre de, on va dire, d'échanges au sens très large du terme, intertribu. Intertribu, mais intertribu. Oui, c'est ça. Ok. Il y a des chances que ce soit donc forcément à des endroits qui, dans l'histoire et la géographie, sont des carrefours, en fait. Tout à fait. Tu vois, on peut le croissant fertile, je ne sais pas si c'est le meilleur carrefour, c'est juste pour fixer les idées. Mais il y a des chances que le croissant fertile, si on le suppose dans l'histoire comme ayant été un de ces carrefours essentiels de la circulation de l'humanité, il y a des chances que ce soit un endroit où ça se soit développé. Tout à fait. Et quand je dis invention de l'honneur, il y a peut-être eu des tas d'inventions successives de raffinement. Je ne pense pas que l'honneur ait été inventé d'un coup dans sa version moderne. Donc il y a eu des raffinements. Le fait qu'il y ait sans doute un raffinement important inventé par les Indo-Européens ne veut pas dire que ça n'a pas été complété ensuite par des populations. Et la civilisation en général, effectivement, s'est développée sur le Tigre et l'Euphrate pendant très longtemps. Enfin, une bonne partie de la civilisation, c'était le centre de la civilisation durant une bonne partie de l'Antiquité. Donc, oui, mais plus important que qui exactement a inventé la chose, c'est le fait que c'est une innovation sociale, tu vois, certaines technologies sociales fondamentales que les gens prennent comme si c'était naturel, comme si c'était inné, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Et ensuite, quand dans un pays où c'est pas du tout respecté, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vas dans certaines parties de l'Inde où il n'y a pas de notion d'honneur en dehors de ta tribu, quoi. Enfin, tu peux tromper les gens, c'est normal, profiter du système, c'est normal. Même, je me rends compte, je regardais des gens qui se plaignaient de gens qui pissent ou qui chient dans les rues. Je me souviens que même ma mère, quand j'étais jeune, pisser dans quel niveau, ça, c'était elle est vietnamienne, tu sais, c'était naturel. Il y a des gens ici qui trouvent ça totalement dégoûtant. Je comprends les deux, et je comprends que le fait que une société où ce n'est plus naturel est plus avantageux qu'une société où ça l'est, même si je vais pas renier ma mère pour ça. Et par contre, ma mère trouverait complètement dégoûtant de pisser contre un mur, par exemple, au lieu de pisser dans le caniveau. Mettons-nous bien d'accord. Il y a des niveaux de. Mais bon,
tout ça, l'objectivisation dépend d'innovation culturelle. Et donc, moi, j'avais introduit la notion géographique, je sais pas, Japon, Europe, etc., parce que dans ton article, tu as un grand axe comme quoi l'honneur, et comme tu l'as mentionné en début de conversation, est en pleine, comment dire, dégradation, qu'il disparaît surtout dans l'Ouest, dans la oui, civilisation occidentale. Est-ce que tu peux un peu développer ce point-là? Pourquoi spécialement chez la civilisation occidentale? c'est une bonne question. Je pense que la civilisation occidentale, à un moment, avait un très grand sens de l'honneur, mais que ce sens de l'honneur a été notamment associé, encore une fois, à la caste militaire. Et donc, nos ancêtres gaulois l'avaient peut-être, je sais pas, mais une fois qu'ils se sont fait conquis par les Romains, puis par les Germains, donc on avait la fameuse race de Milan des nobles du Reich germanique de Chlodwig le Franc, euh, des relations entre nobles étaient régies très largement, pas uniquement, mais très largement par le sens de l'honneur. Donc il fallait les alliances, parole donnée. Alors il y a toujours des histoires de trahison, etc. Mais dans la légende des chevaliers, des nobles, ils sont censés avoir un sens de l'honneur qui se préserve encore dans la tradition militaire. Mais entre, on va dire, l'invention des armes à feu et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sens a complètement disparu. C'est-à-dire qu'encore entre les deux guerres, il y avait un peu de sens de l'honneur, enfin le fait existait encore. Tu regardes la littérature française d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques ex-militaires qui écrivent des choses du genre et qui ont encore ce sens, mais le sens de l'honneur dans la société civile a complètement disparu. L'appel au sens de l'honneur a complètement disparu de la culture populaire française à peu près à la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la fin de la chose. Le début de la chose, c'est sans doute les armes à feu. Je dis une bêtise, ou le film La Grande Illusion, qui se passe justement à cette période-là, est exactement sur ce thème-là, si je ne me dis pas de conneries? Tout à fait, c'est la fin des anciennes élites et le remplacement par un peuple par des bureaucrates, en fait. oui, ouais, entre autres, oui. C'est-à-dire qu'en fait, par des civils. Dans cette histoire-là, en tout cas. Donc là, on est bien sous un angle où on ne parle pas de bafouer l'honneur des gens, mais de respecter sa parole, parce que dans ce genre de film ou dans la littérature, on a telle personne, une femme, on a bafoué son honneur, ou alors les gens se jettent un gant par terre pour déclarer un duel parce que leur honneur a été bafoué. Est-ce que ça revient à ça ou... Les histoires seront toujours, on se souvient toujours des histoires les plus frappantes, donc des histoires de vie ou de mort, mais ça veut pas dire, juste parce que les histoires qu'on va raconter ont pour trame, pour contexte, pour cadre, pour contexte, pour cadre, pour prix, le prix, le prix de la victoire. L'enjeu, oui. L'enjeu du conflit sera un truc de vie ou de mort, sinon on va pas. Oh, il a fait ça pour $10, on s'en fout ça. Donc l'histoire qu'on va raconter aux enfants, qu'on va raconter les uns aux autres, sont celles où l'enjeu sera important. Donc en général de vie ou de mort. Mais ça met quand même en place des concepts qui sont valables dans la vie de tous les jours, qui sont valables tout le temps. C'est pas parce que on va raconter si on raconte des trucs économiques, on parlera de milliardaires, de trucs de millionnaires, de gros trucs, on va pas parler de l'épicerie de papa, ok, bon, on en parlera moins souvent en tout cas. Mais ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut pas dire que les mêmes concepts ne s'y appliquent pas, ça veut dire juste que l'image populaire et les choses, les histoires que l'on raconte sont celles qui sont à grand. Est-ce que cette perte d'honneur, ça fait partie d'une perte générale de principe qu'on pourrait constater depuis l'avènement, disons depuis, je sais pas, une paire de siècles, de l'empirisme dans tous les domaines de la vie, parce qu'on va essayer de dégager des axes je sais pas comment dire, des axes de vie, des axes de progrès qui seraient uniquement des fruits de calcul et de considérations utilitaristes, par opposition à rester droit dans ses bottes, alors sur le plan de l'honneur, mais surtout sur le plan du droit, sur le plan de l'économie, de savoir de quoi on parle de manière principe.
Mais on pourrait dire que la guerre de Troie, si tu la vois d'un point de vue utilitariste, jamais quelqu'un aurait fait la guerre de Troie si c'était purement utilitariste. C'est une grande destruction des deux côtés. Enfin, bon, forcément, il y a un qui a perdu plus que l'autre, mais le nombre de morts chez les Grecs ne justifie pas la guerre. Et puis la destruction du commerce international pendant plusieurs générations, ils n'ont pas gagné en moyenne. Il est clair, ce que je veux dire, c'est qu'il est clair que toute démarche, je pense à la personne que tu as, c'est Denis, je crois, que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps. Oui. Il est clair que toute démarche philosophique, qui se veut philosophique, à base d'utilitarisme, ne peut pas reposer sur l'honneur, puisque ça me paraît clair en tout cas. Et donc, forcément, à un moment donné, plutôt machiavélique, justement, parce qu'au sens que les raisons, les notions de bien, mal, etc., ils sont totalement étrangères. Et à la fois, ce qui est la force et la limite de l'honneur est justement qu'il n'y a pas de comptabilité dans l'honneur. Et c'est justement pour ça que ça marche pas avec l'utilitarisme. Et c'est aussi pour ça que ça a une force plus grande que tu sais que tu ne vas pas trahir juste pour de l'argent. Tu n'es pas achetable. Et donc, c'est à la fois la force et la faiblesse de l'honneur, justement, de ne pas avoir cette comptabilité. Et c'est la force du monde moderne, justement, d'avoir cette comptabilité, mais c'est parfois sa faiblesse de ne pas avoir l'honneur, de ne pas avoir un socle, un signe, enfin, un socle par-delà lequel une ligne rouge ou quelque chose. Non, jusque-là, c'est achetable et en dessous, ça ne l'est pas. Enfin, avoir des limites. Donc, avoir des limites et l'utilitarisme, c'est très important. Et pourtant, effectivement, si ces limites sont trop hautes, ben, tu manques, il y a un manque à gagner. Tout ce qui n'est pas sujet à l'échange devient, c'est une perte d'une certaine façon. Mais le fait d'avoir un socle qui ne soit pas sujet à l'échange est néanmoins très important. Parce que là, c'est difficile, je pense, de faire comprendre la distinction entre les deux, mais il y a quand même un utilitarisme personnel qu'on est tout le temps obligé de mettre en avant ou sur lequel on est obligé d'agir, parce que nous, on a forcément nos propres besoins, intérêts dans la vie. L'honneur, à ce moment-là, il n'a pas d'unité, je comprends bien, qu'on peut pas le faire rentrer dans une comptabilité, il peut pas se décliner en chiffres ou en équations. Tu peux toujours décliner en chiffres ou en équations. Ce que tu fais de toute façon, c'est que chacun est utilitariste en soi-même et pour lui-même. C'est ça. Avec sa propre logique d'utilité, même si c'est jamais quantifié, etc. Et même si c'est certainement très instinctif, non mathématisé, etc. On a tous, d'une manière ou d'une autre, un fonctionnement d'ordre utilitariste en interne, en nous-mêmes. On pondère nos décisions à l'aune de tel et tel critère, plus un peu de celui-ci, un peu moins de celui-là. Voilà. Quand on parle d'utilitarisme, il faut le rappeler, qu'on parle d'un utilitarisme qui est externe, justement. Oui, qui est social. Qui est social, exactement. Parce que sinon, non, enfin, qui est socialiste, en fait. Mais tout à fait, le socialisme, il n'y a pas de différence entre l'utilitarisme et le socialisme. Donc, c'est de cet utilitarisme-là dont on parlait, il me semble. Pour autant, et pour ton point, Laurent, c'est que quand on prend un engagement, quand on engage son odeur, on s'engage, d'accord ? Je te promets que je vais te faire ceci. Ce soir, je t'ai promis que je serai là ce soir. On le fait instinctivement, on prend une décision. On prend la décision de s'engager. On le fait quelque part forcément en interne, en pondérant son risque par rapport à son regard. On est forcément utilitariste avant de prendre l'engagement d'honneur. Mais par contre, une fois que cet engagement est pris, il n'est plus quantifiable. D'accord. On va changer un petit peu de... Oui. Je rajouterais que du point de vue utilitariste, on pourrait dire que l'honneur correspond à une discontinuité dans tes fonctions d'utilité. C'est-à-dire que tu n'as pas... Il y a beaucoup de gens qui font « Oh, voici une courbe, machin chose ». Oui, mais l'honneur fait qu'il y a des choses, tu as des bornes discontinues dans ta fonction d'utilité. Pour se rapprocher de ton article, je te propose d'aller sur un des gros points que tu soulèves à propos des droits de l'homme.
donc on ne va pas changer la conversation d'Axe, mais on va aller plus loin dans l'utilitarisme et dans la condamnation de ce genre d'horreur, que moi je trouve que c'est quelque chose d'affreux, ce qu'on appelle les droits de l'homme. Est-ce que justement on peut expliquer pourquoi c'est une abomination? Parce que l'honneur est un système de liens sociaux interpersonnels qui permet de faire un lien décentralisé où les droits peuvent émerger justement de relations interpersonnelles. Parce que l'honneur, si tu vois ça à grande échelle, c'est rien d'autre que l'échange intertemporel. Et les droits, c'est la notion que quelqu'un te doit quelque chose que tu n'as pas mérité et de façon collective en absence de lien interpersonnel. Donc c'est le fait que les décrets collectifs des dirigeants l'emportent sur l'individu et et même doivent remplacer les liens interpersonnels sur le tissu social. Au nom de l'uniformité, c'est pas juste qu'un tel il a telle chose et l'autre ne l'a pas alors qu'il n'a pas mérité, ou un tel a plus qu'il n'a pas mérité, juste ou injuste, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est pire, c'est le fait que maintenant tu vas, au nom de cette uniformité, tu vas détruire ce que l'un a et que l'autre n'a pas, ce qui est aussi injuste, et tu vas surtout détruire ce mécanisme de création, ce mécanisme social, ce mécanisme qui fait que les gens s'entraident, que les gens s'allient ou pas les autres, et qui sont responsables de leur choix. Tu détruis le lien social. Et pour moi, l'exemple, c'est la Yougoslavie, où après avoir détruit systématiquement tous les liens sociaux, le régime s'effondre. Maintenant, c'est la guerre. Maintenant, c'est le retour au tribalisme, parce que tu as détruit tous les liens interpersonnels, tous les liens qui font que, ton tissu social est fait de milliers de petites relations. Non, il y a plus, il y a les relations directes à l'État, l'État s'effondre, il y a plus rien. Tu retournes sur la famille, tu retournes sur le clan, tu retournes sur, tu détruis le tissu social. Donc, l'honneur et les échanges interpersonnels, les alliances, etc. Effectivement, c'est pas uniforme. Je peux dire, d'un point de vue cosmique, c'est injuste, mais c'est solide et c'est juste au sens où chacun, c'est juste de façon procédurière. C'est-à-dire que c'est juste parce que le droit de nul n'est violé en créant ces tissus de liens. Et si tu veux corriger le lien cosmique, personne ne t'empêche, toi, de donner ton argent pour corriger tous les problèmes cosmiques que tu vois, mais ce n'est pas aux autres de payer pour les problèmes cosmiques que voit le chef, que voit l'intellectuel qui se prend pour le chef, ou qui conseille le chef, ou qui donne des leçons à la télé. Donc, si toi, tu vois un problème cosmique, c'est à toi c'est ta responsabilité personnelle de le corriger. Pour que je comprenne bien, c'est tout est collectivisé. Maintenant, le chef ou les chefs maintenant peuvent, au nom du droit, déshabiller Paul pour habiller Pierre, et ainsi de suite. Et voilà. Et en l'absence, tu n'as rien fait, on va te déshabiller. Et il y a plein de promesses qui sont non tenues, ça pose de problème à personne. Et à l'inverse, il y a des droits qui sont posés et qui détruisent des promesses. Un exemple concret qui me vient à l'esprit, c'est les modalités de l'héritage. Dans les temps anciens, les parents décidaient de qui hérite de quoi, et puis voilà. Et dans certains cas, l'aîné héritait de tout et les autres héritaient de rien, et c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, cette chose-là est totalement impossible. Alors, pour que je comprenne bien, moi j'avais l'habitude d'appeler l'État le dissolvant social parce qu'il empêche les gens de faire affaire directement, que ce soit, quand je dis affaire, c'est dans la vie de tous les jours ou pour du business, hein, peu importe. Est-ce que c'est ça que tu entends par là? C'est-à-dire que l'État, arbitrairement, ou l'État ou n'importe quelle entité qui se pose comme le maître des lieux, définit des règles et en plus injecte une certaine dose d'incertitude qui sait qu'on ne sait pas vraiment ce que sera la prochaine règle et si celle d'aujourd'hui sera encore valable demain. Mais même sans parler de ça, c'est-à-dire que le pouvoir politique empêche des réelles relations sociales de s'établir, lesquelles doivent forcément être fondées sur une certaine dose d'honneur pour qu'elles aient une pérennité. Et donc, vu que par cette imposition d'un pouvoir politique qui empêche ces relations de s'établir, on a des atomes qui n'ont de relation qu'avec le pouvoir central,
et que quand ce pouvoir disparaît, on n'a plus qu'un mouvement brownien. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Pas qu'un mouvement brownien, parce que certains conservent des relations religieuses et tribales, et ceux-là vont survivre. Quand la France va s'effondrer, les Blancs vont disparaître et les Arabo-Africains vont rester, parce que eux ont gardé leur réseau tribaux que les Blancs n'ont pas. Donc, tout ne s'effondre pas de la même façon. C'est-à-dire que la société dans son ensemble s'effondre, mais ceux qui vont rester seront ceux qui justement auront les bases les plus solides en termes de relations tribales. Malheureusement, et c'est ce qui va remplacer la société après son effondrement. Ce sera pas le chaos, ce sera pas la liberté, ce sera le tribalisme. Et c'est bien triste, mais voilà. Donc cultivez vos tribus, parce que établissez des liens d'avance, hein, et c'est pas une blague. Mais donc, dans ce tableau-là, les droits de l'homme, c'est juste un autre mot pour parler de socialisme, en gros, quoi. C'est le prétexte au socialisme. Ça peut parler, en tant que mathématicien, tu vois, l'aspiration à l'universalité, l'universalisme, moi, bien sûr, je ressens ça, mais faire d'un sentiment général comment ça s'appelle, une excuse à l'utilisation de la violence, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que voilà, un prétexte à la violence. Je me souviens à la suite de Saddam, il y avait je lisais beaucoup de blogs irakiens. Il y avait une socialiste quelconque qui parlait il faut l'unité, etc., etc. Et ben l'universalisme ou l'unité, c'est très bien comme but futur, direction où aller, mais c'est totalement horrible comme prétexte d'où partir et de justification de faire quelque chose maintenant, en fait. C'est bien, ok, allons peut-être dans ce but-là. C'est une bonne fin et c'est un terrible point de départ. Et donc, si tu prends ça comme point de départ, tu veux dire, on va supposer l'unité, au nom de l'unité, on va forcer les gens à être unis, on va supposer que l'unité existe, donc si t'es pas d'accord, c'est que tu es contre l'unité, etc. Ça, c'est juste la justification de la violence des plus forts, en fait. Tu vas justifier au nom de l'unité la violence des plus forts, et c'est horrible. Alors que si on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah bah, montrez-moi l'omelette. Ouais, c'est ça. Comme disait la blague, oui, montrez-moi l'omelette. Donc, effectivement, l'unité qui sert comme point de départ ou comme justification au crime et au pouvoir, pareil que l'universalisme, c'est terrible. Alors que si tu dis, si ton argument c'est, effectivement, quand les règles sont plus uniformes, elles sont moins chères à faire respecter, parce que t'as pas besoin de forcer les gens. Si c'est effectivement moins cher à faire respecter, tu leur montres, tu montres l'exemple et pas de problème. Et les gens te copient si effectivement tu as raison. Alors que donc t'as pas besoin de forcer les gens à uniformiser les choses qui sont stupides, à effacer les différences qui n'ont pas lieu d'être. Il y a juste besoin de montrer l'exemple et ce que tu peux faire sans force. Et des gens qui parlent d'unité de droits, qui vont faire il faut des droits maintenant, il faut les respecter, on va faire un tribunal pour les droits de l'homme, on va faire des tas de pouvoirs de commission, de pouvoirs de gouvernement, on va te traîner en justice parce que tu as fait la discrimination que le gouvernement n'a pas voulu au lieu de faire la discrimination qu'il a voulu, alors que toute action est discrimination. Donc, en fait, c'est juste un prétexte pour imposer aux gens le pouvoir du plus fort à des bureaucrates. Et qui est-ce qui aime le pouvoir des bureaucrates le plus? C'est toujours systématiquement les communistes et les socialistes qui vont toujours pousser plus de droits. Ils vont même inventer des droits. À chaque fois qu'on invente un nouveau droit, c'est un droit acquis. On ne peut pas revenir dessus. Et c'est juste qu'on est. Est-ce que c'est pas justement une forme d'honneur négatif ou toxique je te promets de te martyriser jusqu'à ce que tu obéisses? C'est un honneur tout à fait négatif. C'est-à-dire, contrairement à un honneur qui est une parole que toi tu donnes personnellement, ça, c'est quelqu'un qui c'est l'honneur du tyran si tu as envie. Et ouais, donc, c'est ça. C'est pas un honneur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que c'est pas un honneur parce qu'il n'y a pas d'engagement, ils s'engagent pas. Ils prennent le prétexte d'engagement tiers complètement vague pour te l'imposer à toi. C'est-à-dire que c'est une espèce de transitivité d'engagement, si je puis te dire. Au lieu d'avoir un engagement mutuel, on va chercher le prétexte d'un engagement tiers complètement évaporé pour tenter de t'imposer à toi un engagement que toi, tu n'as pas pris.
Donc c'est un schéma de relation d'engagement complètement transitif, si je puis dire, qui rompt complètement le tissu social normal. C'est le contraire de l'honneur, c'est la rupture, c'est ton avis, ton honneur, etc. ne compte pas, et c'est l'honneur du politicien qui compte. Donc et qui n'est pas vraiment de l'honneur, le politicien, puisque ça lui coûte rien, donc ça peut pas être un honneur puisque il prend pas d'engagement, ça ne lui coûte rien. Lui, il défend l'honneur de la France, par exemple. C'est l'honneur abstrait, en fait, c'est dire je parle au nom de la France va payer, pas moi. Le vrai honneur, c'est si le gars il se suicide à la fin parce qu'il a raté, quoi. S'il y avait plus de suicides de politiciens, s'il y avait plus de politiciens qui tombaient sur leur épée, ou là, on voudrait bien parler de sens de l'honneur. Si un politicien dont le texte de loi n'a pas été voté, il se suicide après, d'accord, ça c'est le sens de l'honneur. J'aimerais bien qu'il y ait plus de ça. Ne me tente pas, hein. Je pense que ce serait obligatoire. Votre texte de loi est approuvé, ou peut-être, il n'est pas approuvé, ou bien vous allez vous suicider, ou bien on va vous guillotiner, tu vois. Mais on vous laisse l'opportunité de vous suicider avant, quand même. On vous pique votre maison. Vous avez le choix, vous avez le choix de votre suicide, et si vous ne vous suicidez pas, alors il faudra vous aider. Ça me fait penser à des discussions qu'on a par ailleurs sur. On a eu il y a pas très longtemps, François René, des discussions concernant un mec, peu importe, qui soutient, et c'est pas très original, hein, mais qui soutient que en fait dans l'histoire, le droit, au sens où on l'entend nous, hein, le droit n'a jamais été le produit de la guerre et de la violence, et ce sera. Attends, qu'on en débat si tu me permets, même si ça peut être un fait historique, mais que ça sera toujours comme ça, et qu'on ne peut imaginer l'avènement du droit, c'est ça le point, que comme étant le fruit de la guerre, de la violence, et un cran plus loin, que pour maintenir le droit, en fait, il faut continuer à maintenir la guerre, parce que sinon, il n'y a pas, la tension ne se fait pas, il n'y aura pas cette garantie, soi-disant, hein, qu'apporte l'État en tant que garant de la paix intramuros, si je puis dire. Ça me paraît du même tonneau, parce que c'est un schéma, une vision sociale qui fait complètement abstraction, ou qui renonce à renoncer à la violence, si je puis dire, hein, et donc qui, quelque part, réfute, quelque part, le droit, justement, comme étant le renoncement à la violence, ce qu'on évoquait, et qui me paraît du même tonneau que la discussion qu'on vient d'avoir à l'instant, où on est toujours dans une course à l'échalote éternelle de toujours plus de violence pour justifier la paix. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez un gars qui est très populaire sur Internet en anglais du jour, qui s'appelle Homath, H-O-E_MATH, ou peut-être M-A-T-H. Homath. C'est un gars qui a des tas de textes, de vidéos illustrées avec des petits dessins qu'il fait pour parler surtout des relations hommes-femmes, mais il a aussi un truc sur ce qu'on appelle les niveaux de conscience. Il n'a pas inventé, il a simplement généralisé et amélioré à partir d'autres textes. Ça rappelle du Bhaskar, ça. Peut-être. Et le fait qu'il y a des gens qui, les bébés, c'est juste moi maintenant, mes besoins physiques. Ensuite, tu as un niveau un peu plus supérieur où c'est toujours moi, mais c'est avec plus de temps, et puis etc. À un certain niveau avant de comprendre qu'il y a des autres. Et puis, mais au début, il y a des autres qui ont des intérêts, mais c'est juste suivre les règles. Et puis, à un moment, le fait qu'il y ait des règles plus générales, des principes plus généraux, tu vois, comme l'honneur ou la justice, etc. C'est des concepts qui ne sont juste pas accessibles, pas disponibles pour des gens qui ont des niveaux inférieurs. Tu vois, il y a un niveau où c'est juste des rapports de force. Et si tout ce que tu comprends, c'est les rapports de force, tu peux pas comprendre les choses. Alors, d'après ce gars prétend qu'en tout cas, jusqu'à un certain point, tu peux grimper dans le niveau en élargissant le champ de ta conscience. Je pense que c'est sans doute possible pour certaines personnes. Je pense que c'est aussi sans doute limité pour certaines personnes, que tu peux pas aller plus loin qu'un certain niveau intellectuel que tu as. Et donc, il est fort possible que ce mec, aussi intelligent qu'il soit, il soit limité à un certain niveau de conscience. Il peut pas comprendre des concepts trop abstraits, des concepts sociaux trop abstraits. Donc, il voit que la force. Il ne voit que la force parce qu'il n'est pas capable
de concevoir des principes, des patterns, qu'on s'appelle des concepts qui soient plus que les rapports directs. Et donc, comme par hasard, tu sais que j'aime bien dire que les hommes de gauche ou les gens de gauche, pardon, les gens de gauche sont ignorants, stupides ou malhonnêtes. Ça s'inscrit exactement dans cette lignée-là, hein, manifestement. Parce que clairement, tant qu'on ne conçoit pas les relations humaines autrement que des relations de force, et qu'on ne voit pas justement que les relations humaines sont des relations d'honneur ou de négociation, parce que je pense que c'est les deux, eh bien, on n'a effectivement rien compris à la civilisation, en fait. Et la base de toute la pensée gauchiste, c'est justement de voir la lutte partout. Pourquoi est-ce que le mot le plus populaire dans la gauche est lutte? C'est parce que ces gens ne comprennent la société qu'en termes de rapport de force, de lutte, c'est ça. D'interaction. Il y a un gâteau fixe et puis il faut essayer d'en grappiller le maximum de miettes. Parce que le gâteau ne grossit jamais. Ouais. Leur niveau de conscience ne leur permet pas de comprendre des choses. La notion d'interaction à somme positive ne leur gêne pas à l'esprit. Pour eux, toute somme positive, c'est la manne céleste ou la manne gouvernementale. Ça vient d'en haut, c'est magique. Et il n'y a pas besoin de faire quelque chose, c'est naturel, c'est automatique. Et les seules choses qui sont pas automatiques, les choses sur lesquelles il faut se concentrer, sur lesquelles il faut agir, c'est la lutte. Je vais obliquer sur un petit aparté parce que dans ton article, tu parles d'un ancien mensonge versus un nouveau mensonge. Est-ce que tu peux éclaircir ma lanterne? Ah, bah c'est l'ancien régime contre, je sais pas qu'on appelle le régime démocratique. Le mensonge du régime moderne. Voilà. Le mensonge dans l'ancien régime, c'est que la race supérieure donc germanique est noble et son règne pour 1000 ans ou plus est justifié parce qu'ils ont, je sais pas, le droit divin qui est derrière eux, etc. Alors bien sûr, il y a des vertus dans l'ancien régime, encore une fois, le sens d'honneur, etc. Mais les gens qui voulaient ensuite dire regardez, dans le régime démocratique, il n'y a pas de sens de l'honneur, il n'y a pas de... Regardez toutes les vertus d'ancien régime qui ont disparu, l'ancien régime qui était vachement mieux, mais ils peuvent pas dire que l'ancien régime était vachement mieux. Il y avait quand même des tas de choses horribles dans l'ancien régime. La force, il y avait le sens de l'honneur, mais c'était aussi d'abord la domination brute et la domination raciale brute. Bon, peut-être que 1000 ans après, on reconnaissait pas, tout le monde se disait français, mais c'était les Français nobles et roturiers. Mais il y avait quand même, c'était aussi basé sur la force et sur la violation de la liberté, des droits personnels, etc. Donc, des non-sacrifices des uns par rapport aux autres. Hein. Donc, c'est tous les gens, beaucoup des opposants au nouveau régime qui dénonçaient le nouveau régime et parfois dénonçaient magnifiquement et identifiaient exactement ce qui n'est pas dans la démocratie, etc. Mais la plupart de ces critiques de la démocratie n'avaient rien à proposer sinon le retour à l'ancien régime, pour lequel, en fait, il y a une bonne raison pour laquelle l'ancien régime est mort. C'est parce que il a perdu la guerre technologique et donc, quels que soient les avantages qu'il avait, qu'il faut reconnaître, il faut aussi reconnaître d'abord tous les défauts qui l'ont fait tomber. Et donc, quand on revient sur les critiques d'ancien régime, du nouveau régime, du régime démocratique, il faut écouter attentivement ce qu'ils disent du régime démocratique, mais il ne faut pas pour autant tomber dans le piège de dire on va retourner à l'ancien régime, on va faire un roi, etc. comme avant. D'une part, la technologie ne le permet pas, donc même si tu voulais, ça ne ferait pas. Et même si tu y arrivais, parce que la technologie changeait tellement que maintenant ça devient possible, ce serait pas, tu te rendras vite compte que c'était pas le paradis. Qu'est-ce qui te fait dire que la technologie ne permet pas de revenir à une monarchie dans un pays comme la France, par exemple? Peut-être qu'elle va y revenir. Peut-être qu'avec l'invention des drones et de l'intelligence artificielle, ça va revenir. Peut-être que justement le fait de... Quel est le rapport entre les deux? Parce que la prémisse centrale de l'ancien régime, c'est qu'un homme entraîné aux armes, avec une armure et une épée, peut prendre une centaine de paysans et tous les tuer. T'as une centaine de paysans contre un chevalier bien entraîné. Une technologie de violence, quoi. À la centaine, ils ont peut-être une chance, mais tu prends une dizaine de paysans contre un chevalier armé, zéro. Tu prends une dizaine de chevaliers armés contre une centaine de paysans, les paysans, à tous les coups, ils perdent. Donc, le fait qu'il fallait s'entraîner toute sa vie pour manier des armes blanches, ça faisait que et en plus il fallait manger de la viande. Les paysans ils mangent que
que des légumes et des céréales, ils étaient faibles. Tu vois, un paysan dans l'ancien régime, imagine-le, il est laid, il est moche, il est faible, il est petit, il est maigrichon, il sait pas se battre, il doit mentir tout le temps et dire oh vous êtes beau monseigneur. Monseigneur effectivement est plus beau parce qu'il mange mieux, mais même si le seigneur est moche, il doit comme dire vous êtes beau monsieur parce que sinon il se fait tabasser. Donc il faut imaginer que les chevaliers dans l'ancien régime, ils étaient plus grands, ils étaient plus beaux, ils étaient plus musclés, ils savaient se battre, ils disaient ce qu'ils pensent par leur tête parce qu'ils savent que ils peuvent le dire et que si t'es pas d'accord, c'est toi qui vas te prendre une baffe. Donc ils étaient honnêtes, etc. Donc le fait qu'on dit un vilain, je sais pas des tas de choses, un valet, je sais pas, tu vois, tous les mauvais mots pour dire que les pauvres et les paysans sont des menteurs alors que les riches ils disent la vérité. Peut-être que les riches ils se mentent un peu entre eux, mais les riches ils vont pas mentir aux pauvres. Ils disaient va te faire voir enculé quoi. Enfin ils cachaient pas leur. Ils n'avaient aucun besoin de prendre leur existence en compte, à part comme bête de bétail, quoi. Notre race des maîtres était franche. Et voilà. Alors que les paysans étaient des vilains. Le mot vilain, ça veut dire paysan en vieux français. Voilà. Les paysans sont des vilains et la race des maîtres est franche. Donc ça, faut y croire. Il faut croire effectivement que la race supérieure était supérieure. Effectivement, physiquement, simplement parce qu'ils étaient bien nourris, entraînés, etc. Et puis il y a peut-être quelques gènes en plus avant que ça se diffuse dans la population, j'en sais rien. Mais et ça, je sais plus quel était le point de départ de notre conversation. Vertu dans technologie et monarchie, en gros. Voilà, la technologie. Une fois qu'on a inventé les armes à feu, voire même au départ déjà les longbows, là, les grands arcs, les arbalètes, etc. Bah soudain, il fallait plus tant d'entraînement que ça pour défaire une armée. T'as les gardes suisses avec leurs arbalètes, etc., qui ont défait le duc du Bourgogne avec les meilleurs chevaliers de France, défait par des paysans suisses. Ouh là là, c'est le début de la fin déjà. Alors ensuite avec les armes à feu, maintenant ton armure elle sert plus à rien. Maintenant t'as une armée avec la Révolution française, t'as des conscrits français, des paysans, donc des paysans qui connaissent rien à se battre. Tu leur donnes une arme. Et soudain, ils conquièrent toute l'Europe, toute la noblesse d'Europe tombe. Et l'Europe n'a réussi à combattre la France que quand elles sont alliées, qu'ils ont aussi fait la conscription et les paysans, enfin transformer leurs paysans en soldats. Donc tout d'un coup, toute la noblesse ne vaut plus rien. Tu vois, toutes ces années d'entraînement au combat valent de moins en moins. À la fin du XVIIIe siècle, déjà la noblesse ne valait rien. Quoi. Tu vois, t'avais des pistolets, des trucs du genre, t'as des fusils. La technologie était démocratique. La technologie disait que c'était la population qui a levé en masse qui gagne. Et ça, c'était vrai jusqu'à peu près la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. Et puis, je pense que c'est la Première Guerre mondiale, c'est la fin de l'aristocratie européenne. Et puis, t'as encore le champ du cygne avec la Seconde Guerre mondiale, peut-être. Et ensuite, c'est fini, quoi. Tout ce qui est aristocratique est mort entre. Il n'y a plus avec la décolonisation. Bon, enfin, les restes de l'honneur, enfin, les restes de l'ancienne classe ont disparu. Donc, il reste plus que la démocratie. Et ça, c'est à cause de la technologie des armes à feu. Mais avec les drones, surtout avec des drones avec l'intelligence artificielle, il se peut qu'à nouveau, une dizaine d'hommes qui ont les drones et qui contrôlent les drones puissent contrôler 1 million d'hommes qui n'ont que des armes à feu. Et à ce moment-là, c'est possible. Je ne dis pas que en tout cas, ça ne s'est pas encore passé, mais il est tout à fait concevable qu'on aura un retour à une monarchie ou un système aristocratique où tu auras la race supérieure des Chinois avec des drones qui contrôlera le monde ou je sais pas trop quoi ou des ils auraient des Terminators qui nous feraient obéir, sinon ça se passe mal. Des gens qui savent programmer les Terminators et les garder sous leur contrôle, contrôleront le monde et puis les autres n'ont qu'à obéir. Donc c'est pas garanti, c'est pas du tout garanti, mais c'est du moins concevable. Tu pourrais écrire un roman de science-fiction tout à fait raisonnable sur lequel c'est basé, tu as un retour à la monarchie et donc un retour aux mœurs monarchiques, un retour où si tu es un gars, alors ce sera plus la force physique, ce sera la capacité à contrôler des Terminators qui fera de toi un dieu parmi on te j'aime bien, ouais. Tu me donnes de l'inspiration. Donc c'est concevable, mais en tout cas, même si ça n'est pas la chose, en tout cas, les drones ont complètement changé la donne militaire et donc sociale, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que une société qui se
qui n'arriverait pas à contrôler, être plus forte militairement que ses voisins, etc., au point où elle serait complètement nulle, disparaîtra bientôt. C'est pour ça que la guerre en Ukraine est très intéressante. On va voir ce qui va se passer et qui en tire les leçons. Je pense que les Chinois regardent attentivement ce qui se passe et en tirent les leçons. Et d'ailleurs approvisionnent aussi bien les Ukrainiens que les Russes en drones ou pièces détachées de drones. Donc les Chinois sont les grands gagnants. Les Taïwanais, ils ont peur. Ils n'ont pas peur des débarquements de soldats chinois. Ils ont peur du débarquement de drones chinois. Et sans aller jusque-là, et là je fais encore une autre digression géopolitique, mais pourquoi dans ce cas-là, la France ou l'Allemagne n'a pas déjà envahi le Luxembourg, par exemple? Il y a vraiment un énorme rapport de force entre les deux. Ce n'est pas que la France et le Luxembourg. Encore une fois, il y a des notions de droit plus larges que juste le pays son voisin. La France sait très bien que si elle envahit le Luxembourg sans avoir un très bon prétexte, tous les voisins vont se liguer contre elle. Et malheureusement, la France d'aujourd'hui n'a pas, comme la France des révolutionnaires, un avantage sur tous ses voisins. Donc les révolutionnaires avaient la conscription, les voisins n'avaient pas, qui fera qu'elle peut conquérir tous ses voisins. Donc la France va perdre. Alors que effectivement, si la France développe une armée de drones et qu'aucun pays européen n'a d'armée de drones, la France pourra envahir le Luxembourg et le reste de l'Europe et les autres on casse bien se tenir. Donc c'est concevable. Imagine que, par exemple, il y a un haro sur toutes les intelligences artificielles militaires, que l'Europe s'interdit de faire de l'intelligence artificielle militaire, que les États-Unis, par, je sais pas, la nouvelle majorité, ça s'interdit ça aussi dans le futur, et que, je sais pas, moi, l'Éthiopie ne s'interdit pas ça. Imagine que tout le monde s'interdit ça et que c'est pas le pays le plus pauvre du monde, je sais pas, moi. C'est-à-dire que le Zimbabwe ne s'interdit pas de faire des intelligences artificielles militaires. Et tu verras que 30 ans plus tard, le Zimbabwe conquérera le monde, parce que toute l'AI militaire se fera là-bas et qu'ensuite, tôt ou tard, ils auront une puissance tellement supérieure aux voisins et au monde entier qu'ils le conquéreront. Bon, c'est un scénario pas très concevable parce que je pense pas qu'il y ait un seul pays comme ça qui se permette de faire ça. Donc, mais imagine-toi qu'il n'y a que les Chinois communistes qui développent ça et qu'aucun autre pays n'invente ça. Et oui, effectivement, dans 20 ans, nous sommes tous à adorer Xi Jinping et la pensée Mao Tse-tung. Donc là, on est en plein dans le rejet de l'honneur à grande échelle, quoi. Totalement, oui, effectivement. Donc je préférais que ça ne se passe pas. Et donc je suis plutôt pour la décentralisation des drones, etc. Donc je suis pour que chacun ait un drone militaire ou deux chez lui. Ah ouais, moi je suis entièrement favorable à la démocratisation des armes nucléaires aussi, donc pas de problème, quoi. Et même si ça veut dire que des voix que t'aimes pas auront aussi leur drone militaire. Voilà. Ça veut dire ça aussi. Donc tu regardes ce qui se passe en Angleterre, ce sera les Anglais mécontents et honnêtes qui auront leur drone, mais ce sera aussi les trafiquants de jeunes filles qui auront leur drone. Donc ça va péter tôt ou tard. De toute façon, ça va péter tôt ou tard. La question c'est par quelles sont les règles que les gens auront acceptées avant que ça pète ou pendant que ça pète et feront appliquer après. C'est-à-dire que très vite, quand ça va péter, je sais pas qui ou quoi va péter en Europe, ça va péter tôt ou tard. On verra bien quels seront les rapports de force au premier endroit où ça pète, et ceux qui verront ça iront les conséquences. Ils se rendront. Les faibles se rendront. Que les faibles soient blancs ou noirs ou gris ou verts ou violets, tu vois. Ceux qui les gens ne sont pas cons, ils suivent leur intérêt. Donc ça pète quelque part, on voit le résultat et les autres suivent. Dernier point pour faire le lien avec ça, c'est que là on est dans un cas de guerre, donc on a complètement évacué toute notion de droit et surtout de propriété, qui sont un peu accolées l'une à l'autre. Quel est le lien? J'adore la citation de Mencius Mollberg. Il avait écrit ça sur ce blog il y a une quinzaine d'années maintenant. Quand c'était un blog, quand il s'appelait encore Mollberg et pas Kurt Servine, il avait écrit un truc du genre: est-ce que les canons violent les droits de leur cible? Il dit non seulement ils violent le droit de leur cible, mais c'est tout le but et le propos, c'est le but du canon de violer les droits de la cible. Ça sert à ça un canon, ça sert à violer les droits de la cible. Donc oui, tu violes les droits parce que c'est effectivement que quand on est à la guerre, c'est justement plus le domaine du droit.
C'est ce qu'on disait, et c'est toute cette thèse, dit, est-ce que c'est la guerre qui viole le droit ou est-ce que c'est la guerre qui établit le droit? C'est le droit qui arrête la guerre. La guerre. Je suis absolument d'accord avec cette thèse-là. Je dis juste que, et notamment le personnage que tu évoques, que je sache, prend une thèse qui est, c'est la guerre qui établit le droit. Historiquement, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle établir. La guerre, effectivement, en tout cas, la guerre est importante sur établir quelle version du droit se régnera à la fin. Les deux sont liés, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que le droit est arbitraire. Ça veut juste dire que effectivement, le ultima ratio regis, la dernière raison du roi, c'est l'arme, c'est la guerre. Et donc, tu peux pas échapper. La guerre est toujours, sinon une réalité, moins une menace, et que tu ne peux pas concevoir le droit sans considérer ce qui se passe quand le droit se casse. Et quand le droit justement se casse, ce qui reste, c'est la guerre. Mais ça ne veut pas dire que le droit doit se casser, ça ne veut pas dire que le droit c'est la même chose que la guerre, ça ne veut pas dire que le droit n'a aucun sens et que le droit est arbitraire, que le droit est la volonté du plus fort. Je te rejoins complètement. Quand le droit se casse, c'est la guerre. Là où c'est intéressant, c'est quand les États en situation qui est réputée être de paix, comme nous vivons aujourd'hui, sont les premiers à casser le droit. On est dans une époque qui, depuis des décennies, casse le droit. Oui, c'est le remplacement du droit par le statut, par le concept en français, la législation. L'État, c'est l'incarnation de l'inverse du droit, de toute façon. C'est une guerre civile permanente. L'État au pluriel. L'État singulier n'existe pas. C'est comme Dieu n'existe pas, l'État n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'État de parasite, l'État de menteur, l'État de politicien, l'État de voleurs d'uniformes sur l'uniforme. Ça, eux, ils existent. Et même que les prêtres existent. Peut-être que le droit s'appelle Marduk et machin chose et Allah ou machin. Quel que soit le dieu auquel tu ne crois pas, ce dieu n'existe pas, mais les prêtres de ces dieux et les gens les fanatiques qui sont prêts à mourir pour eux. Et donc, l'État, entité magique qui transforme ces mots en loi, en droit, juste par le dire, n'existe pas. Mais les gars en uniforme ou sans uniforme qui vont te faire la vie dure au nom, parce qu'ils sont fanatiques de ce Dieu qui n'existe pas, eux, ils existent. Donc, l'État de parasite existe. L'État, entité virtuelle, n'existe pas. Et ils actent l'abolition du droit, justement, et de la propriété. C'est ça. Au nom du droit, c'est-à-dire que c'est la corruption du droit, c'est la violation du second commandement. Le second commandement, qui est très important, peut-être le second plus important, c'est tu n'usurperas pas le nom de Dieu, tu n'en pourras pas en vain le nom de Dieu. Le premier, c'est qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire en fait il y a une morale, il y a quelque chose d'objectif, il y a un bien objectif. Le deuxième, c'est tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu. Ça veut pas dire tu diras pas zut, j'ai dit Jéhovah, je vais mettre faire une pénitence. Non, ça veut dire tu ne vas pas prétendre parler au nom du droit et du bien, etc. Qu'en fait tu agis en ton propres intérêts, ou tu affabules, ou bien tu es fantaisiste, ou bien tu es un psychopathe qui abuse des autres. Et dans un cas ou dans l'autre, tu invoques le nom de Dieu, tu invoques le nom du droit là où il n'est pas. Et donc c'est l'État font la pire des violations du droit, enfin du commandement. C'est l'antithèse de tout, ce que même les gens se moquent. La Bible, de toute façon, c'est des nomades du désert. Des galéjades. Et voilà. Et même les nomades du désert comprenaient ce principe de base. Tu as un niveau inférieur à celui de nomades du désert si tu n'arrives même pas à comprendre qu'il ne faut pas usurper la leçon de droit. Tu vois, moi, je dirais pas, ces trucs-là sont pas importants, c'est des nomades du désert. Non. Ton niveau, tu es tellement nul que tu n'es même pas au niveau de nomades du désert. Et ça, c'est triste. C'est ce qu'on dit tout le temps avec Stéphane, hein, c'est que la définition de la civilisation, c'est pas un état d'avancement technologique matériel, mais c'est cet état d'esprit où on arrive à respecter des principes qu'on a reconnus comme étant fondateurs d'une société digne de ce nom. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'exemple typique, c'est tu dis, qu'est-ce qui se passe si on met, on prend la population, je sais pas, suédoise et on la met dans un pays barbare au fin fond de l'Afrique, et on remplace le pays barbare au fin fond de l'Afrique, on leur donne la Suède avec toutes ces avoirs technologiques. T'attends 50 ans, qu'est-ce qui va se passer? Les barbares, ils n'ont rien fait de la Suède, ça sera devenu une ruine aussi barbare que le pays où vous étiez à l'avance, alors que le pays
sais pas, le Malawi ou je sais pas où tu les as mis les Suédois, ben, ce sera un pays avancé en 50 ans après. Juste parce que le capital humain, la civilisation est d'abord et avant tout dans le capital humain. Alors, si tu veux civiliser les Malawi, il faut leur donner la culture et peut-être les gènes, je sais pas trop quoi, qui font qu'ils auront qu'ils seront capables d'avoir cette civilisation. La civilisation est d'abord et avant tout un capital humain. D'ailleurs, ton expérience de pensée, je pense elle a eu lieu avec les États-Unis, où j'ai déjà lu des rapports sur le fait que les immigrants suédois qui s'installaient au début du XXe siècle aux États-Unis avaient un niveau de vie et finalement une avancée sociale bien plus importante que d'autres groupes, parce qu'ils avaient importé avec eux une façon de faire, puis une civilisation, enfin une culture, quoi. Et aussi un niveau de vie supérieur au celui des Suédois restés en Suède, parce qu'ils ont aussi acquis Voilà. des éléments civilisationnels aux États-Unis. Et tu peux regarder. Enfin bon. Oui, bon. Pour anecdote, mais pour aller dans ton sens, tu évoques le Malawi. Je suis pas un expert du Malawi, mais je connais un peu l'Afrique et je me rappelle d'une anecdote à l'époque dans les années 80 du SIDA. Le Malawi, si je dis pas de bêtises, était le pays, ou en tout cas l'un des pays les plus touchés par le SIDA. Plus d'un tiers de la population était avec le SIDA. Voilà, parce que, et pour des raisons qui vont dans ton sens, ils étaient totalement incapables de faire le lien entre la maladie et les actes intimes, on va dire, et de changer des comportements en fonction de ça, alors même qu'ils voyaient autour d'eux décimée, pardon. Et voilà, être décimé par la maladie. Ça me donne une idée de la mesure, de l'écart comportemental qu'on peut avoir dans ce genre d'environnement. Ouais. La propriété, donc, c'est un des points aussi que tu abordes à la fin de ton article. Est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose à ce sujet-là? Parce que je pense qu'on a parlé du droit, c'est un peu la même chose. Maintenant, un dernier point, ce serait l'allusion que tu fais aux libertariens qui n'auraient pas compris un peu tout ce que tu expliques depuis qu'on a commencé à se parler, et puis ce que tu expliques dans l'article. Qu'est-ce que tu entends par là dans cette allusion-là? C'est-à-dire que, bon, il y a encore... Je reconnais dans cette section des libertariens qui s'appelle propriétariens, qui comprennent que les seuls vrais droits sont les droits de propriété. C'est en fait les droits qui sont des droits locaux échangés d'une personne à l'autre, etc. Et donc il n'y a pas de droit global, il n'y a pas d'uniformisation par le haut ou de choses du genre qui ait lieu. Il n'y a pas l'État, encore une fois, n'existe pas. Il n'y a que l'État qui existe, l'État de parasite. Et donc, beaucoup de libertariens n'y croient pas. Beaucoup de libertariens, moi-même, quand j'étais jeune, je croyais à la République, des choses du genre. Et donc, il y a des tas de libertariens qui croient encore en l'État, en la religion, qui croient encore qu'il y a des droits de l'homme. Ils ont tellement été éduqués à tous ces concepts gauchistes qu'ils y croient. Alors, des fois, ils essaient de corriger les concepts gauchistes, de les faire ressembler un peu plus aux vrais droits, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il en reste encore à croire au mythe socialiste et au mythe communiste et au mythe du régime démocratique. Certains peut-être croient au mythe de l'ancien régime, mais il doit être bien rare, mais la plupart des libertariens croient encore à toutes les fadaises communistes. Et je pense, je te rejoins, mais je pense qu'il faut rappeler que toi, tu habites aux États-Unis. Je pense que c'est plus spécialement vrai aux États-Unis que ça peut l'être ailleurs, en tout cas en Europe. Alors, on a d'autres problèmes en Europe. Hein. On est complètement groupusculaire. Hein. On est groupusculaire, mais bon. Mais je pense que ça relève de la différence, pour faire simple, la différence qu'il y a chez toi où ce sont des libertarians, et les libertariens sont, on va dire, au mieux des libéraux, ou en tout cas, sont effectivement moins... Comment ? Le LP. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, ce sont, on va dire, je simplifie, hein, mais ce sont au mieux des libéraux comme on les entend, nous, ici, alors que nous, on revendique être dans une logique d'être libertarien avec un E, qui sont en gros dans la logique purement d'héritage d'un Rothbard, donc beaucoup plus anarchap.
et ces mouvances existent et il y a ces degrés-là. Il me semble. Mais effectivement, il y a plein de gens qui se disent libertariens et qui viennent par la gauche, libertarien de gauche. Bon. Je ne peux que te rejoindre. Hein. Je peux que te rejoindre. Les libertaires qui commencent à s'intéresser à la politique, en gros, quoi. C'est ça. Et aux États-Unis, effectivement, on a un grand mouvement de gens qui se disent explicitement libertariens de gauche. Ceux qui, j'en connais certains, il y en a qui sont très sympas par ailleurs, mais effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur... Je connais des communistes très sympas. Hein. C'est ça. Il y a quelques libéraux de gauche en France, j'en connais quelques-uns. C'est aussi un concept intéressant. Mais bon, je précise, ça ne veut pas dire, pour ceux qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que nous sommes des méchants droitards de base. C'est pas exactement ça. Hein, on est en fait ni de droite ni de gauche, mais on n'est certainement pas de gauche, ça c'est sûr. Pour autant qu'ils disent quiconque est à gauche, à droite de moi est de droite, voire d'extrême droite, toute personne qui est à droite de Pol Pot est d'extrême droite. Alors effectivement, par cette définition, je suis de droite, mais c'est une définition bien large de la... Bien pauvre. Bien pauvre, oui. Alors que je pense que, en tout cas, moi, je me reconnais dans la définition. Si t'es pas libertarien, t'es un communiste. Oui, ça me rappelle les fameuses soirées de Saint-Lazare, soirées de la rue Saint-Lazare. Où effectivement, c'est bien entre un libéral, un communiste et un économiste, un communiste et un... un économiste. Gustave de Molinari. Gustave de Molinari, 1860 après celui-là. Dernière question pour François René. Et non. Oui. La réponse est... La réponse est oui. Non. Oh, merde, putain. Pourquoi est-ce que cet article, tu l'as écrit en anglais? En général, mes articles, je les écris en réponse à un stimulus externe. Donc, procrastine, je lis un article sur X ou ailleurs, où quelqu'un me parle d'un truc, il y a un sujet quelconque, et puis quelques semaines après, c'est en réaction à cette chose. Donc toi, mais bon, est-ce que c'est une déformation du fait que tu habites aux États-Unis? Forcément, oui. Alors, tu avais vraiment des personnes en tête à qui tu disais, j'espère qu'il va le lire, et puis ce gars-là est anglophone? Non, j'avais pas forcément une personne en tête. J'aimerais bien enseigner ça à mes filles à un moment, mais elles sont un peu jeunes pour ça et elles s'intéressent pas trop à ce genre de sujet. Mais non, à part elles, je n'ai pas de personne en vue. Mais c'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis un bail, on dirait. D'ailleurs, Stéphane a... Tu as déjà écrit sur ce tonneau-là. Tu as déjà écrit ça. Entre ce que j'écris et ce que je dis, il a dû entendre la plupart des idées de cet article. Mais j'avais pas spécifiquement mis les choses dans... Non, mais c'est vrai qu'on retrouve des sections de magie noire là-dedans. Donc, oui. Il y a une édition de magie noire, peut-être que je rajouterai cet article. Sinon, Stéphane, en off, tu nous as un petit peu alléché avec des possibilités d'édition chez John Galt. Est-ce que tu aurais des nouvelles à nous donner sur les prochaines parutions? Ah oui, il y a un Hope qui va... J'ai fini le PDF pas plus tard qu'aujourd'hui, donc il y a un Hope qui va sortir. Lequel Hein? Lequel? Ah bah, tu verras mon grand, allez. Ouais, je vais être gentil. Un Hope qui parle d'histoire. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'accord. Ok. Voilà. Il y a 2 traductions en cours. On a repris la traduction. J'ai trouvé enfin des traducteurs quand j'ai remis en route les traductions. Comment? Il s'appelle Claude ou ChatGPT, ton traducteur? Non. Je ne fais pas dans ce. Je ne donne pas dans ce jeu-là. Non. Le traducteur, non. Ou alors c'est bien imité, si tu veux. Voilà. On parlait de Gustave de Molinari. J'ai prévu un livre qu'il a fait qui parle l'écologie à l'époque de Molinari. Ouais, l'écologie à l'époque de Molinari. Et je prépare aussi un Émile Faguet, qui est justement pas très loin de nos sujets. J'évoquais, le titre, c'est le pacifisme.
mais c'est de la verve et de la plume des Ming-Faguet, c'est très très intéressant. En fait, c'est une immense thèse philosophique, mais classique avec thèse, antithèse, synthèse, complètement voilà. À l'échelle d'un livre entier sur le sujet du lien entre la guerre et le droit. Ah ouais, tiens, j'ai hâte de lire ça. Ouais, c'est très intéressant. Mais bon, tout ça va prendre du temps, on ne sort pas les bouquins en claquant des doigts, mais Non. on y Et travaille, ça, c'est pour l'année qui vient, quoi. C'est en gros c'est ça. menu 2025. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on aura sorti Économie manifeste aussi. En tout cas, moi, je veux le sortir avant l'été pour différentes raisons. Donc voilà, ça donne quelques perspectives de ce qui est en route. Bon, bah très bien. La traduction qu'on rappelle, je viens de traduire une des chansons que j'avais écrites il y a quelques années, dont le premier tiers était un poème de Bowden et qui s'appelle L'Ogre. J'ai déjà trouvé son nom. S'appelle en français, c'est quoi le nom en français? C'est Oh, grâce à grande nation. Oh, grâce à grande nation. Ogre. Oh, grâce à sa grande nation. Tu peux Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Oh, grâce à grande nation. Tu peux entendre ça de deux façons différentes. Et la version française, c'est ça. Donc le premier tiers de William Oden et c'est moi. Un ogre accomplit des exploits qu'aucun homme jamais ne pourra. Mais un prior de sa portée reste, il n'arrive pas à parler. Debout sur des ruines fumantes, où geignent moult âmes mourantes, notre ogre fier crie son bon droit, un gargouillis plutôt qu'une voix. J'achète le disque. Je veux le t-shirt aussi. Il faut faire une version serrurier noir, je pense. Ouais, tu m'enverras les paroles. Voici le reste de la chance qui est de moi. Un nain s'approche et lui promet, grand roi, je chante tes hauts faits. Et l'ogre ému de le créer, son ministre et son conseiller. Dès lors, ducs, nains et ogres rois, aux hommes soumis font leur loi. Et sur des vaincus la charogne, triomphe le Nabot sans vergogne. Aujourd'hui sont nobles les fils des nains et ogres de jadis, honte ou prison pour qui a l'heure de renier l'ogre fondateur. Dans nos écoles, tous les enfants apprennent par cœur du nain les chants, à nous de suivre l'exemple saint de l'ogre sauveur des humains. Mais tu chantes bien, dis donc. Ouais, moi aussi, j'applaudis. Je suis un peu jaloux. Et pour moi, le premier tiers, c'est William Oden qui écrit ça, la chute de qu'on s'appelle Printemps de Prague, où des gens voulaient donner au socialisme un visage humain, ben ils n'ont pas réussi parce que les soviétiques leur ont envoyé des tanks. Et donc il a écrit ça pour dire que en gros votre force brute, personne n'y croit et c'est transparent. L'excuse, personne, tout le monde voit que c'est pas humain. Malheureusement, il n'y a pas que les ogres qui utilisent la force, il y a aussi les nains qui utilisent le mensonge. Et aujourd'hui, on a le règne d'un mix de nains et d'ogres qui sont passés pour des humains. Donc, dans tous nos psychopathes au pouvoir ne sont pas vraiment des êtres humains. Ce sont des nains, des ogres, du point de vue moral, hein, pas le point de vue physique. Voilà. Et les gens y croient. Les gens y croient. C'est ce que des nains à tête de rat avec 4 mains, quoi. Ouais, ça me rappelle, c'est même, il y avait un mème où on voit des gens déguisés en troopers, qu'on s'appelle de SS de Star Wars, et avec des gens qui disent, vous croyez que le fascisme sera aussi évident que ça? Et puis ensuite, tu as le même, tu vois les qui patrouillent la convention démocrate ou protègent qu'on s'appelle le Congrès américain. Ouais, c'est aussi évident que ça. Tu vois effectivement que quand ils ont besoin d'autant de troupes pour protéger l'Élysée ou le Parlement, machin chose, ouais, ça devient évident. Ou pour empêcher les gens de sortir de chez eux quand il y a un virus qui est Voilà. en train de circuler. Ouais, en fait, oui. Il y a des ogres, il y a des nains. Est-ce que les libertariens seraient des hobbits? Peut-être. Justement, les hobbits, effectivement, nous ne cherchons pas à utiliser le pouvoir, mais à le détruire. Donc, effectivement, nous sommes des hobbits.
Je ne ferai pas de jeu de mots, mais j'aime bien l'idée, ouais. Avec toi, oui, c'est vrai. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette excellente conversation. Et puis, j'espère qu'on remettra ça bientôt. François René, continue à produire des textes, s'il te plaît, qu'on puisse avoir des prétextes à se rencontrer en ondes. Des tas de textes que tu peux m'inviter pour, même les vieux. Ok. Bah, on remarque. Je rappelle qu'entre tous les trois que nous sommes, ceux qui sont les deux plus proches, c'est encore vous. C'est pas faux. Mais moi, j'ai pas de voiture. Mais je prendrai mon vélo, je viendrai te voir bientôt, je te promets. Tiens, voilà, j'engage mon honneur sur cette déclaration publique. Je mets mon honneur en jeu. Cette année, on se rencontre de viande à viande. De viande à viande, ok. Voilà. Je vous fais une grosse bise à tous et à très bientôt.